Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode dans lequel je vais vous donner les clés pour faire financer votre première opération de marchand de biens, voire même financer la deuxième et la troisième ou la 10e si vous n'êtes pas des débutants. Il va y avoir énormément de valeur ajoutée dans cet épisode. Donc prenez de quoi écrire, posez-vous, prenez votre temps ou à la rigueur mettez-le dans vos favoris cet épisode parce qu'encore une fois, grosse valeur ajoutée, il va y avoir de la prise de notes à faire de votre côté. Je ne vais pas être le seul à bosser. De quoi je vais vous parler dans cet épisode? Tout d'abord, je vais vous parler de toutes les sources de financement possibles. Et vous allez voir qu'il n'y a pas que les banques, parce que souvent les gens pensent aux banques, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Ensuite, je vais vous donner les critères pour se faire financer. Là, on va passer de l'autre côté du miroir et je vais vous expliquer ce que regarde un financeur en premier lorsqu'il ouvre votre dossier de demande de financement. Et pour avoir examiné beaucoup, des dizaines, voire des centaines de dossiers de demande de financement, je peux vous dire que là, ce que je vais vous dire, c'est du vécu et c'est ancré dans le réel. On va aussi parler du sujet du timing qui est absolument capital lorsque l'on souhaite lever des fonds pour une opération de marchand de biens. Je vous expliquerai toutes les raisons pour lesquelles certains échouent, pourquoi beaucoup de personnes échouent dans leur recherche de financement et viennent après raconter partout, bien entendu, qu'il n'est pas possible de faire financer des opérations de marchand de biens alors que c'est de la foutaise. Et ensuite, comment faire pour mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir se faire financer. Donc, grosse valeur ajoutée dans cet épisode, dont les objectifs vont être déjà de remettre de l'ordre, parce que les gens racontent n'importe quoi à ce sujet-là, notamment ceux qui ne font rien, ceux qui n'ont jamais fait d'opération de marchand. Je vais vous expliquer ce qui fonctionne réellement, et je vais vous montrer les conditions et les stratégies pour obtenir un financement, même si vous êtes débutant, même si c'est votre première opération, même si actuellement vous n'avez pas d'activité salariée, que vous n'avez pas de revenus. Et je vais aussi casser dans cet épisode énormément de croyances qu'il y a autour du financement des opérations de marchand de biens. Et c'est vraiment dans ce contexte que je fais cet épisode, à savoir qu'il y a énormément de fausses croyances qui circulent au sujet du financement. Et je vais vous dire même, j'ai préparé le script de cet épisode il y a quelques temps. Et hier après-midi, j'ai rencontré une personne, une connaissance, qui fait des petites opérations de temps en temps comme ça. Et puis là, qui cherche à développer une autre activité. En tout cas, à bosser plus, à gagner plus d'argent. Je lui dis, mais attends, mais tu as une expérience en tant qu'investisseur locatif. Tu as déjà fait des petites OP de marchand de biens, pourquoi tu vas pas tout simplement chercher des opérations de marchand de biens qui soient un peu plus costaudes, un peu plus chères et donc qui rapportent plus? Et donc là, lui me dit, bah écoute, non, parce que voilà, moi je suis allé voir ma banque et puis voilà, c'est compliqué au niveau du financement, machin. Je lui dis, mais comment ça c'est compliqué au niveau du financement? Enfin, il me dit, ouais, voilà, les banques à qui j'ai parlé, elles m'ont refusé, etc. Et donc j'ai commencé à détricoter, je vais vous faire aussi ce travail de détricotage dans cet épisode, mais pour vous dire à quel point c'est répandu, même des personnes qui ont de l'expérience en IMO, dans le locatif, dans le marchand de biens, ont énormément de fausses croyances au sujet du financement des marchands. Donc si vous êtes nouveau sur cet épisode, je vous souhaite la bienvenue, nouveau sur ce podcast. Ici, c'est la MDB Academy, le podcast 100% dédié à l'activité de marchand de biens. Je m'appelle Yoni, je suis marchand de biens, investisseur et entrepreneur. Et j'ai fondé la MDB Academy, qui est un organisme de formation et d'accompagnement numéro 1 en France pour la formation des marchands de biens. Dans ce podcast, dans nos formations et dans nos accompagnements, on donne des conseils pratiques, actionnables, sans bullshit. Et ici, je vais vous partager des anecdotes IMO qui sont réelles pour pouvoir progresser ensemble, optimiser vos opérations et augmenter vos rentabilités. Et je vous invite, si cela vous intéresse, à me marquer en commentaire les sujets dont vous aimeriez que je parle dans les prochains épisodes, puisque ce podcast, il est là avant toute chose pour vous apporter de la valeur. Alors déjà, pourquoi est-ce que je fais cet épisode? Première chose, tout d'abord parce qu'on me l'a demandé. Et il y a 2 secondes, je vous ai proposé de me laisser en commentaire les sujets dont vous aimeriez que je parle. Et je tiens parole. C'est-à-dire que si vous me posez des questions sur des sujets, et que c'est dans la mesure de mes capacités, je me ferai un plaisir d'y répondre dans de prochains épisodes. Donc surtout, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Et ensuite, il y a une chose qui m'agace énormément, c'est que j'entends n'importe quoi sur le financement des marchands de biens. Vraiment, tout et n'importe quoi. Des croyances de merde, notamment propagées par des personnes qui ne font pas d'immobilier ou qui ne font pas de marchand de biens. C'est extrêmement agaçant et l'activité de marchand sur la toile, sur Internet, elle a vraiment explosé en termes de popularité depuis 2022 et on voit toutes sortes de touristes, de bouffons en tout genre qui viennent mettre leur grain de sel sur un sujet auquel ils n'entendent strictement rien, ce qui est assez agaçant.
Et donc, pour avoir levé des dizaines de financements d'opérations de marchand de biens, je vais ici vous remettre un petit peu d'ordre. Donc, on commence avec la première partie dans laquelle je vais traiter des différents types de financements qui existent, parce qu'il y en a plusieurs. Alors déjà, il y a le financement bancaire. C'est le premier auquel tout le monde pense lorsqu'on pense au financement des opérations de marchand de biens, c'est le financement bancaire. Et il est très important parce que c'est souvent le moins cher, même s'il est coûteux, clairement, si vous avez fait du locatif ou acheté une ERP, puis qu'après vous passez sur du financement marchand, vous dites « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette affaire ?» Ça coûte cher, le financement des opérations de marchand, mais le financement bancaire reste souvent le moins cher. Mais ce n'est pas la seule option, on va le voir. En tout cas, ce qu'il faut comprendre d'ores et déjà dans le financement bancaire, c'est qu'il y a une notion forte de régionalité au niveau des banques. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire, par exemple, la caisse d'épargne finance les opérations de marchand de biens ou le crédit agricole ne les finance pas. Ça va dépendre des caisses qui sont régionalisées. Et à l'intérieur de ces caisses, eh bien, ça va dépendre de la politique du directeur du pôle, ça va dépendre du chargé d'affaires. Et en fonction de tout ça, eh bien, il va y avoir des disparités dans les politiques qui sont appliquées par les banques et par les chargés d'affaires que vous allez rencontrer. C'est déjà le premier critère à avoir en tête lorsqu'on pense au financement bancaire, ce qui veut dire que si vous discutez avec un collègue qui fait du marchand en Bretagne, mais que vous êtes à Nice, et qui vous dit le crédit agricole c'est super, mais que vous vous dites non, moi il ne finance pas chez moi, vous avez tous les deux raison. Mais c'est là où la notion justement de régionalité prend toute son importance. Ensuite, ce qui est critique au niveau bancaire, c'est d'avoir le bon interlocuteur. Je vous racontais l'anecdote il y a 2 secondes de cette personne avec laquelle j'ai pris un café hier et qui me disait « oui, mais mon banquier, machin truc, mais c'est sûr que les amis, si vous allez voir votre banquier habituel, à qui on demande aujourd'hui surtout de fourguer des assurances et des téléphones portables, lui, vous venez le voir avec une opération de marchand de biens, déjà, il ne saura pas faire, il ne saura pas en étudier la rentabilité, le niveau de risque, et surtout, il se prend des gros stops de la part de sa hiérarchie. Donc, c'est mort. N'allez pas voir votre agence locale. Ce qu'il faut aller voir, c'est les services promotion immobilière. Ça, c'est les personnes qui sauront gérer ce genre de dossier, qui sauront les étudier et qui seront les plus à même de vous accompagner. En tout cas, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le contexte, depuis 2021-2022, il est très mouvant. Et ça va, ça vient... Les banques ouvrent les robinets, ferment les robinets au gré des fluctuations de marché, des tendances politiques, et on navigue un petit peu à vue. Et ce qui est valable aujourd'hui et ce qui était valable hier ne le sera pas nécessairement demain. Donc là aussi, il faut bien penser à s'adapter, il faut bien penser à remettre un petit peu ces pendules à l'heure. Et c'est compliqué d'entrer en relation avec les banques, mais par contre, ça reste, comme je vous le disais, le financement qui est le moins cher de tous. Alors, il y a des intérêts, il y a des frais de dossier, il y a une commission d'engagement, enfin des commissions d'engagement. Donc ça reste assez coûteux et un petit peu subtil le coût du financement. Mais en tout cas, il est important, même s'il reste un des moins chers. Il faut bien que vous le preniez en considération d'ailleurs dans vos business plans lorsque vous faites vos études de rentabilité. Parce que si vous vous présentez auprès d'une banque en lui disant voilà, j'ai étudié une opération de marchand, j'ai signé une promesse, j'ai 22% de rentabilité, mais qu'en regardant, le banquier constate que vous n'avez pas provisionné de frais financiers, eh bien là, vous allez vous faire dégommer et vous allez passer pour un gros novice. Donc faites attention à ça. La communication avec les chargés d'affaires des services promotion immobilière, elle est très subtile. On leur présente pas, on n'entre pas en relation comme ça, on leur présente pas des dossiers n'importe comment. Et c'est la raison pour laquelle, je vous dis encore une fois, moi j'ai créé ce service avec mon associé Mélanie parce qu'on a constaté qu'énormément de marchands de biens, même des marchands de biens qui étaient plutôt bons, se retrouvaient en échec dans leur entrée en relation ou dans leur recherche de solutions. Et nous, on arrive à trouver des solutions là où d'autres échouent. Donc, pour le financement bancaire, dites-vous que c'est difficile, mais c'est parfaitement faisable et à partir du moment où vous avez créé une relation avec un banquier, alors la chose après est beaucoup plus facile à entretenir. C'est souvent la première entrée en relation qui est un petit peu complexe. Maintenant, on va parler du deuxième type de financement qui est le financement participatif ou le crowdfunding. En quelques mots, là vous allez voir une plateforme de financement participatif type Look & Fin, type La Première Brique, type Anaxago et vous allez présenter votre opération. Là, ils étudient le dossier de manière plus ou moins poussée selon les plateformes auxquelles vous avez affaire et ensuite ils vont aller les proposer publiquement à une masse d'investisseurs et là selon
les plateformes, les gens peuvent investir 10 balles, 100 balles, 1000 balles. Et voilà, c'est un financement participatif, donc un grand nombre de personnes participent à ce financement. Les gros avantages de ce type de solution, c'est que vous avez souvent une analyse rapide, parce que là, on n'est plus dans l'univers bancaire, on est plutôt dans un univers type start-up, fintech, entre guillemets, avec des personnes jeunes, réactives, très brillantes en général. Et là, vous avez une grande réactivité, ce qui permet parfois de sortir un peu de la merde. Si vous vous êtes mis dans la merde, eux, ils peuvent vous en sortir. Et ils peuvent aussi même financer souvent les petits dossiers, c'est-à-dire les dossiers en dessous, quand je dis petit, c'est en dessous de 300 ou 200 000 euros selon les régions, vers lesquels les banques rechignent un petit peu à aller. Donc ça présente pas mal d'avantages. Par contre, bien sûr, il y a des inconvénients comme toute chose dans ce bas monde. Déjà, ça a un coût élevé. Le coût élevé parce que vous avez des frais de dossier qui peuvent être à 8-9% hors taxe, c'est-à-dire pas loin de 10% TTC du montant que vous allez lever, donc ça fait très mal. Je parle en TTC parce qu'en tant que marchand, comme vous le savez certainement, la TVA, on la perd dans la plupart des cas. Déjà, il y a des frais de dossier qui vous dégomment. Donc imaginez que vous ayez une marge de 20% et que vous leviez la totalité des fonds et que vous preniez déjà 10% de frais de dossier, vous avez perdu la moitié de votre marge. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, vous avez des intérêts que vous devez payer aux investisseurs. Parce que les frais de dossier, ça va rémunérer la plateforme et le fonctionnement de la plateforme. Et les intérêts, ça va rémunérer les investisseurs. Donc ça, c'est très coûteux et ça fait partie, c'est le gros inconvénient du financement participatif. Maintenant, si vous êtes du côté investisseur, les gros inconvénients, c'est que il y a beaucoup de retard de dossiers. Alors pour l'instant, on ne le voit pas trop parce que les plateformes sont occupées à faire beaucoup de prorogation de lignes. Donc ça passe un peu sous les radars, mais clairement, c'est la merde dans l'énorme majorité des plateformes de financement participatif. Il y a plein de dossiers foireux qui sont passés. Et il y a parfois des études de dossiers qui sont faites à la va-vite. Je peux vous le dire par expérience, puisqu'il y a certains dossiers que moi dans lesquels j'ai refusé d'investir et que j'ai vu ressortir un mois ou deux plus tard dans des plateformes de crowdfunding, dont je ne citerai pas le nom. Donc il faut faire gaffe parce que ces plateformes, elles sont payées aux frais de dossier au final. Alors on vous dira que oui, mais ils doivent veiller à leur réputation, etc. Donc ils ne font pas rentrer des dossiers de merde, mais quand même, plus ils font rentrer de dossiers, plus ils sont payés. Donc quelque part, ils sont un peu jugés partis. Le gros intérêt du financement participatif, à mon sens, c'est de venir compléter un plan de financement, c'est-à-dire que vous levez une partie des fonds propres, par exemple, ou une partie des fonds, mais ce n'est pas trop destiné à venir se substituer à un financement bancaire. Et là aussi, j'attire votre attention sur un point pour discuter avec beaucoup de chargés d'affaires et faire passer beaucoup de dossiers en banque. On constate que énormément de banques refusent aujourd'hui les fonds propres qui ne sont pas des fonds propres. C'est-à-dire quand les fonds propres sont en réalité de la dette que vous avez levée auprès d'une plateforme de crowdfunding, et la banque, elle vous dit « niet ». Donc là, ça ne fonctionne plus. Ensuite, on va parler du portage immobilier. Alors le portage, honnêtement, je ne suis pas un énorme spécialiste du sujet, donc je vais passer relativement vite. Ça a eu le vent en poupe pendant quelques temps. Il y a une époque où moi j'étais contacté, mais genre une fois par semaine, par une nouvelle plateforme qui faisait du portage pour les opérations de marchands. Je ne sais pas si c'est encore très populaire. Moi, j'ai jamais fait appel à ce genre de service. Mais en gros, leur fonctionnement, c'est que l'opérateur, il achète pour toi. Toi, tu fais les travaux. Donc, ils ne financent pas les travaux souvent. Et après, ils te revendent le truc. Bref, c'est un espèce de montage un peu alambiqué. Il y a là aussi des frais de dossier qui sont un peu moins chers que dans le crowdfunding. Il y a des intérêts qui sont à peu près équivalents. Alors le gros avantage de cette solution, c'est que ça vient vous débloquer des opérations quand la banque vous a dit non, que vous n'arrivez pas à trouver d'autres solutions. Et c'est peut être parfois un peu moins cher que le crowdfunding, ça peut être intéressant. La grosse limite, c'est que ça ne finance pas les travaux. Et donc il faut combiner avec un autre type de financement. Et là, les amis, je fais une petite parenthèse, mais une parenthèse qui a son importance, parce que je vois fleurir sur les réseaux ces derniers temps des bouffonneries de classe internationale avec des escrocs qui vendent du rêve en disant oui, viens chez nous, crash 10 000 balles, ou crash 5 000 balles, ou crash je sais pas combien de milliers de balles,
Et nous, on va t'apprendre à faire des opérations de marchand de biens sans financement, sans apport et sans travaux. Et mon cul, c'est du poulet, bien entendu. Ne vous laissez pas avoir. Dans 80-90% des cas de figure, il y a des travaux. Et le sujet des travaux, dans le sujet du financement, il est très important. Il faut toujours bien veiller à ce que les futurs travaux que vous voulez réaliser vont être provisionnés dans votre financement. Parce que si vous vous rendez compte que vous êtes un peu juste au niveau budget, eh bien, ce sera compliqué d'obtenir une rallonge. En tout cas, il y a très souvent des travaux dans les opérations de marchand de biens et ne vous laissez pas attirer par les sirènes qui vous racontent des bobards en vous disant que vous allez faire des super marges sans financement, sans apport, sans travaux, sans bosser, sans sortir de chez vous. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. La dernière option au niveau du financement dont nous allons parler, ce sont les investisseurs privés, dont ce qu'on appelle la love money. Je vais commencer par ça. La love money, c'est de l'argent que vous allez lever auprès de personnes qui vous sont proches, qui font déjà confiance parce qu'il y a une relation de proximité. Et clairement, au début, ça peut être les amis ou la famille à qui vous allez demander de l'oseille. Cependant, c'est pas parce que ce sont vos amis ou votre famille qu'il va pas falloir les traiter avec tout le respect nécessaire à une personne qui est dû à une personne à qui vous demandez de l'argent. Donc là, il faut les traiter comme de vrais investisseurs, même si c'est votre frère, même si c'est votre mère, même si c'est votre beau-frère, encore plus si c'est votre beau-frère. Vraiment, il ne faut pas négliger la relation. Et après, on va parler un petit peu de ce qu'il faut, comment présenter les choses. Ensuite, il y a les investisseurs privés. Les investisseurs privés, ce sont des personnes qui vont disposer de cash et qui veulent le faire fructifier. Souvent, on a des petits épargnants, entre guillemets. Quand je dis petits, il n'y a rien de péjoratif. Des gens qui ont des petites épargnes entre 10 et 30, 50 000 euros, ce qui est déjà pas mal, mais qui n'ouvrent pas les portes à des solutions d'investissement très intéressantes. Donc souvent, ces gens-là laissent traîner l'argent sur des vieux comptes à terme, ou voire pire, sur des comptes courants. Ou alors, ce sont par exemple des entrepreneurs qui ont de la trésor d'entreprise qui dort et qui n'ont pas le temps d'aller faire fructifier. Alors là, vous êtes peut-être en train de vous dire « Ah oui, mais moi, j'en connais pas des investisseurs. » Alors là-dessus, je vais vous répondre deux choses. Déjà, trouvez des bonnes affaires. Je vous garantis que ça va vous aider à trouver les investisseurs. Tant que vous n'avez pas de bonnes affaires à proposer, vous aurez du mal à trouver les investisseurs. Et ensuite, si vous avez vraiment des bonnes opérations que vous ne savez pas comment les faire financer, venez nous voir, envoyez-nous votre dossier et je vous garantis que nous, on va vous les trouver. Et ça, c'est une solution que j'ai mise en place dans l'année qui vient de s'écouler. Des mises en relation entre des opérateurs qui ont des dossiers et des investisseurs qui veulent placer de l'argent. Donc nous, on fait ça. Donc, si vous avez encore une fois une opération rentable, n'hésitez pas à venir nous solliciter. Là, la logique au niveau financier, c'est que clairement, tu vas devoir lâcher un bon morceau de ta marge. Ça va aller de 20-25 à 65-70% de ta marge. Alors quand je dis 70%, là, ça va vraiment dépendre de ce que tu apportes, de ce que tu demandes à ton financeur, à ton investisseur. Mais en général, ça va tourner autour des 50%, ce qui va être demandé, si l'investisseur finance tout, bien sûr. Donc là, ça veut dire que toi, tu ne finances pas grand-chose. À mon sens, donc là, vous pouvez vous dire « Ah, mais quand même, ça fait chier de lâcher 50% de sa marge. » Mais dites-vous que vous êtes en train de lâcher 50% d'une marge que vous n'auriez pas pu faire sans cet investisseur. Donc en fait, est-ce qu'il vaut mieux avoir 50% de quelque chose ou 100% de rien? Et là, comme dirait notre ami, la question, elle est vite répondue. Donc, à mon sens, si vous voulez vous développer, il faut vous appuyer sur les autres, il faut vous appuyer sur l'argent des autres. Il faut lever de la dette, un maximum de dette. Ça va juste vous permettre, là, oui, vous allez lâcher 50% de la marge, et oui, ça fait chier, et oui, je l'ai fait aussi. Et je vous assure, ça paye dans le long terme, parce que ça vous permet quand même de constituer un capital et d'accélérer votre réussite. Et c'est un levier qui est souvent indispensable pour pouvoir démarrer et pour pouvoir démarrer rapidement. Attention, ceci dit, faire rentrer de l'argent dans des relations personnelles, là c'est si vous levez de l'argent auprès de vos proches, ça peut être source de problèmes. Puisque quand on fait rentrer de l'argent dans des relations, ça met vite la merde. Donc il faut être très clair, il faut être,
bien structuré, expliquer aux gens comment ça va se passer, communiquer régulièrement avec eux et faire en sorte qu'ils soient informés à tout moment de ce qui se joue. Et il y a une chose qu'il faut aussi bien avoir en tête, c'est que ça peut être un peu compliqué à structurer avec des personnes qui n'ont pas de société, donc des personnes qui sont des particuliers, votre beau-frère, encore une fois, ou je ne sais pas qui. Voilà, la structuration du financement, elle peut être un peu compliquée. Et c'est encore une fois une des raisons pour lesquelles moi, j'ai créé des solutions de financement qui viennent répondre à ce genre de problématiques. Maintenant, on va passer à la deuxième. Là, je vous ai parlé donc pour reprendre, pour vous resituer, la première partie est terminée. Je vous ai parlé des diverses sources de financement, le financement bancaire, le crowdfunding, le portage, les investisseurs privés. Maintenant, on va parler des clés et des critères pour se faire financer. Et là, ce que je vais vous dire est applicable quelle que soit la personne que vous allez solliciter. Personne physique, personne morale, investisseur, banque, peu importe. La première chose, les amis, est-ce que vous arrivez à le deviner? Est-ce que vous sentez le truc qui se profile? Eh bien, la première chose, c'est que l'opération doit être rentable. Bon sang de bonsoir. L'opération doit être rentable. Et ça, trop de personnes ont tendance à l'oublier. La rentabilité, elle est au cœur de la décision d'un financeur. Parce que si l'opération n'est pas assez rentable, le financeur sait qu'il ne va pas revoir son pognon de sitôt. Et ce que veut savoir un investisseur ou un financeur, c'est quand est-ce qu'il revoit son fric. Donc les amis, vous devez vous montrer les plus rassurants possibles à ce sujet-là. Et là, il y a deux notions. Il y a la notion de rentabilité en pourcentage et il y a la notion de valeur absolue. Je vais vous expliquer. La rentabilité en pourcentage, c'est ce que les gens entendent communément par la renta d'une opération de marchand. Idéalement, il faut que ce soit autour de 20% et au-delà, en tenant compte des frais financiers. Donc, au-delà de 20%, c'est très bien et vous aurez toutes les chances de vous faire financer, mais il faut aussi qu'en termes de valeur absolue, la marge soit élevée. Là, je vous explique. Admettons que vous ayez une OP à 25% de renta, donc là vous dites super, sauf qu'en fait ces 25% de renta, ça représente 25 000 euros de marge. Là, ça va intéresser relativement peu un investisseur. Alors, en général. Pourquoi? Parce qu'il va falloir faire des démarches, investir du temps pour étudier la rentabilité du dossier et le niveau de risque. Il va falloir structurer le financement, donc débourser des frais avec un avocat. Bref, tout ça, c'est du temps, de la prise de tête et du travail. Et la question qui se pose, c'est est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Et sur une marge à 25 000, pas toujours. Je ne dis pas qu'il faut cracher sur les marges à 25 000. Bien au contraire, ça peut être très intéressant. Je dis juste que pour un investisseur, le critère de la marge en termes de valeur absolue est critique. Et là, j'ai un exemple vécu avec une personne c'était en 2023, je crois, qui m'a sollicité, une personne qu'on accompagnait en plus, donc sur un de nos programmes d'accompagnement, dans lesquels, je vous rappelle, on a des solutions de financement en interne. Donc, si vous voulez intégrer un vrai programme d'accompagnement dans lequel on a des solutions de financement, n'hésitez pas à nous contacter. Et là, cette personne est venue me voir en disant, voilà, j'ai eu une OP, etc. Et il y a X de rentabilité. Et je me rappelle, ça représentait à peu près 13 ou 14 000 euros de marge. C'était pas une mauvaise opération parce qu'il y avait quasiment rien à faire. Donc c'était 13 ou 14 000 balles à gagner quasiment sans rien faire. Mais, sauf que en fait, il y avait rien à bouffer. Parce que même en admettant que, en se disant qu'on prend 50% de la marge, on prend quoi? 6-7 000 balles. C'était pas du tout intéressant, on rentrait pas dans nos frais. Et donc là, on n'allait pas dire au gars, on te prend 80% de ta marge, ça aurait été confiscatoire. Donc un investisseur, il faut vous dire qu'il cherche avant tout un risque maîtrisé. Donc il faut bien maîtriser le risque. Il faut un gain qui soit attractif. Il faut une opération qui soit crédible. Et ça, comment est-ce que vous allez réussir à le montrer? Eh bien, entre autres, avec le dossier de financement dont je vais parler dans un instant, mais aussi en ayant démontré par vos actions que vous savez où est-ce que vous mettez les pieds. Un investisseur, un financeur veut être sûr de revoir son argent. Mettez-vous dans la peau du financeur. On vient vous demander 200 000, 300 000 balles. Vous avez envie de vous assurer que vous allez les revoir. Donc le premier critère, rentabilité. Le deuxième critère, c'est que l'opération, elle doit être bien ficelée. Vous devez montrer que vous savez ce que vous faites et où est-ce que vous allez. Et le problème là, c'est que
beaucoup de personnes veulent se lancer, veulent faire des opérations de marchand, vont solliciter des banques, mais n'ont pas la bonne méthode, voire même n'ont pas de méthode du tout. Et c'est là que suivre une bonne formation a toute son importance. Et je vais vous expliquer. Je reçois chaque semaine plusieurs demandes d'accompagnement sur du financement, que ce soit en qualité d'investisseur, que ce soit en qualité dans ma société de courtage. Et je vois passer les dossiers. Et les gens, je leur demande, est-ce que tu as suivi une formation? Si oui, laquelle? Systématiquement. Et je vois, vraiment, quand les gens ont suivi des formations de certains concurrents dont je tairai le nom, leur dossier, c'est de la merde. Les mecs ne savent rien faire. Ils ne savent pas étudier la faisabilité d'une opération au niveau urbanisme, au niveau technique. Ils ne savent pas calculer une renta. Ils ne savent pas anticiper la fiscalité. Ils sont à poil. Donc si vous voulez vous lancer sérieusement, de grâce, ne vous faites pas l'économie d'une bonne formation. Venez à la MDB Academy. Nous, on forme des gens à changer de vie depuis 2018. On a des résultats. Donc si vous voulez vraiment du résultat, si vous voulez vous développer économiquement grâce à l'activité de marchand bien, venez nous voir. Donc suivre une bonne formation, ça va vous permettre d'anticiper tout ça, de savoir faire une bonne étude de FESA, de savoir bien calculer une renta, de savoir bien présenter les choses à la banque, et ça se voit direct. Et les chargés d'affaires avec lesquels je discute, où qu'ils soient en France, me disent tous la même chose. Ils me disent, quand quelqu'un vient de chez toi, franchement, on voit la différence. Et ça fait plaisir. On est content d'entendre ce genre de choses. C'est le travail qui paye. Et c'est aussi, si vous avez suivi les formations et que vous êtes allé lever du financement, le mérite vous revient aussi. Donc merci d'avoir représenté dignement les élèves de la MDB Academy. Réalisez qu'une opération de marchand bien, c'est énormément d'étapes qu'il faut anticiper, énormément d'acteurs qu'il va falloir piloter. Si vous n'anticipez pas suffisamment, vous êtes mort et le pognon de votre investisseur, il va mourir avec votre OP. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut tout à fait éviter. Il faut que vous réalisiez que les chargés d'affaires et les investisseurs, c'est pas des truffes. Ils savent faire, ils savent lire les dossiers, et s'ils voient qu'il y a des incohérences, s'ils voient que c'est bancal, s'ils voient que les choses ont été mal anticipées, ils ne vous financeront pas. Donc là, c'était le deuxième critère, l'opération, elle doit être bien ficelée. Troisièmement, l'opérateur. L'opérateur doit avoir un profil rassurant. Et là, réalisez que beaucoup de personnes regardent le profil du porteur de projet. Parce qu'il y a certains profils qu'ils n'aiment pas. Typiquement, alors je vais caricaturer, mais le dentiste qui gagne plein d'argent et qui a un peu de cash et qui fait un petit coup par-ci par-là, souvent ça ne va pas intéresser les chargés d'affaires. Ça peut intéresser les investisseurs, pourquoi pas, mais en tout cas, les chargés d'affaires, les banques, ça ne les intéresse pas. Pourquoi ? Parce qu'ils cherchent à pérenniser les relations. Ils ne veulent pas d'un coup d'un soir. Ils ne veulent pas se prendre la tête à étudier les trucs, machin, à entrer en relation avec un opérateur qui va faire une opération chaque fois qu'il lui tombe un œil. Et aussi, votre projet professionnel doit s'inscrire dans une démarche qui est cohérente. Et si le banquier voit que vous avez, par exemple, vous êtes passé à mi-temps et que vous vous êtes formé, vous êtes venu à la MDB Academy, on vous a sorti une attestation de formation que vous avez jointe à vos dossiers de financement, bien là, ça ajoute une note de crédibilité. S'il voit que vous suivez un programme d'accompagnement dans lequel il y a du coaching individuel, là aussi, ça rajoute du crédit, c'est rassurant pour l'investisseur. Donc, il faut aussi savoir se vendre, les amis. Là, quand vous allez présenter votre dossier en banque, mettez en avant l'expérience que vous avez dans l'IMO, la cohérence de votre projet, etc. Alors, c'est pas la peine non plus d'écrire un roman autobiographique, ma vie, mon œuvre. Ils s'en foutent. Mettez une demi-page, c'est largement suffisant. Donc ça, c'était le troisième critère. Le quatrième critère, les chiffres. Les chiffres, ils doivent être cohérents. Et pas juste les sujets de renta, pas juste les sujets de rentabilité. La renta, elle se base sur des estimations, la plupart du temps, lorsque vous allez faire une demande de financement. Pourquoi ? Parce qu'il y a des prix dont vous n'êtes pas toujours certain à ce stade. Je parle des prix de revente, je parle du montant des travaux et de plein d'autres frais que vous allez devoir débourser. En général, ça se base sur des estimations. Il faut que tout ça, ça tienne la route. Et là, le chargé d'affaires, le financeur ou la personne qui va étudier votre dossier,
n'est pas bête. Il va vite réaliser que peut-être vos travaux sont sous-évalués, peut-être que les prix de vente sont surévalués selon le secteur dans lequel ça se trouve. Donc tout ça, il faut que ce soit cohérent, parce que si ça ne l'est pas, le financeur va le voir et vous allez vous prendre un refus. Il faut aussi que vous fassiez attention aux sujets de TVA qui sont mal maîtrisés. Et là, les loulous, je le vois beaucoup, pas quotidiennement, mais sur une base hebdomadaire, des gens qui me présentent des OP avec des sujets de TVA. La TVA, elle n'est même pas prise en considération. Et la TVA du marchand de biens, comme vous le savez, elle est subtile. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai même fait une série sur ce podcast au sujet de la TVA. Donc, si vous n'avez pas entendu les épisodes au sujet de la TVA, eh bien, qui ont été faits avec Guillaume Paur et Maxime Pêche du cabinet Only Compta, eh bien, allez-y, parce que grosse valeur ajoutée dans ces épisodes. Maintenant, on va passer à la troisième partie qui est le dossier de financement. Où là, mon objectif, ça va être de vous aider à vous professionnaliser. Il faut que vous investissiez de l'effort sur ce dossier de demande de financement. Pourquoi ? Parce que c'est la première chose que le financeur va voir de vous, tout simplement. Il ne va pas voir votre tête, il ne va pas voir votre OP, il va voir votre dossier et la manière dont il va être mis en page. Donc, là, je vous expliquais le fond et la forme. Au niveau du contenu, c'est-à-dire le fond, dites-vous que peut-être la personne ne connaît pas la ville, elle ne connaît pas le quartier, elle ne sait pas de quoi vous parlez. Donc, donnez-lui du contexte, expliquez-lui de quoi il s'agit. Ensuite, il faut que vous répondiez aux questions qui sont essentielles. Les questions qui sont essentielles, il y en a 6. Notez bien. Qui, quoi, où, combien, quand, comment. Aussi simple que ça. Qui êtes-vous ? Qui fait l'opération ? Quoi ? C'est quoi le dossier ? C'est quoi l'opération ? Où est-ce que ça se situe ? Combien ? C'est toute la partie chiffres. Combien ça rapporte ? Combien ça coûte ? C'est combien la renta ? Quand ? C'est tous les aspects chronologiques de l'opération, à savoir quand est-ce que ça démarre, quand est-ce que vous avez besoin de l'argent, quand est-ce que vous avez les autorisations d'urbanisme, quand est-ce que vous revendez, et surtout quand est-ce que vous remboursez le pognon. Et enfin, comment ? C'est le mode opératoire. Comment est-ce que vous allez faire pour mettre cette opération sur pied ? Il faut fournir tous les éléments nécessaires pour la compréhension, pour que l'interlocuteur comprenne de quoi vous parlez, à savoir les plans, les photos, le prévisionnel, le calendrier de l'opération, tous les éléments qui vont l'aider à comprendre. N'en mettez pas des tonnes. Je vois parfois des dossiers, mais qui sont interminables. Les amis, à ce stade, vous envoyez un dossier de 10-15 pages maximum qui synthétise les choses. Si jamais le financeur est intéressé, croyez-moi, il vous demandera les pièces. Mais dans un premier temps, soyez synthétique parce qu'il n'a pas le temps. Ensuite, il y a la forme. Et là, je sais que vous n'êtes pas graphiste. Donc, n'essayez pas de faire des trucs ultra chiadés, ultra élaborés. Faites quelque chose de propre. Vous êtes quand même pro, donc allez sur Canva, CANVA, vous allez voir, il y a plein de modèles que vous pouvez réutiliser. Ne mettez pas 15 photos par page, les amis, on n'y voit rien. Je vois la moitié du temps des dossiers de financement où putain, elles vous coûtent rien ces pages. Donc mettez 2, 3, 4 photos maxi par page pour qu'on comprenne quelque chose. Ça sert à rien d'en mettre des tartines. Il faut que ce soit propre, il faut que ce soit structuré et surtout pas de faute, s'il vous plaît, pas de faute d'orthographe. C'est pas un examen c'est pas la dictée de pivot, mais en fait c'est une extension de vous-même ce dossier de demande de financement. Et si vous ne mettez pas du soin là-dedans, vous envoyez un message qui est inquiétant à la personne qui va le lire. Donc il faut que vous fassiez gaffe. En résumé, par rapport au dossier, il faut qu'il soit clair, il faut qu'il soit facile à comprendre et surtout qu'il ne demande pas un effort de compréhension à votre interlocuteur. Mettez-vous bien ça dans le crâne. C'est à vous de faire l'effort, c'est pas à votre financeur. C'est à vous de faire l'effort et pas à votre financeur. Donc faites l'effort de pédagogie, d'explication et de clarté. On vient de terminer la troisième partie sur le dossier de financement. Et maintenant, on va parler du point sur lequel 90%, 90% pour nos amis suisses et belges, des débutants se plantent. Je parle du timing de la demande. En fait, beaucoup de gens viennent nous voir, pas juste les banques, mais même moi, sur les dossiers où les gens nous demandent de les aider.
Ils me disent, voilà, je veux lever 300 000 balles, et j'ai une opération potentielle. On dit, ok, fais voir. Et là, ils disent, ah bah en fait, et ils nous envoient une annonce. Ou alors, ils disent, bah je suis en train de faire une offre ou j'ai juste une offre acceptée. Et ça, les amis, ça veut dire que vous allez voir l'investisseur ou le financeur avant même d'avoir une opération à lui proposer. Parce que avoir visité, voire même avoir une offre acceptée, ça ne compte pas pour un financeur. Ça ne vaut rien. Donc ce qu'il faut, c'est avoir déjà à minima signé une promesse de vente. Ça, c'est quelque chose qui est compliqué pour les gens à comprendre. Parce que les gens se disent ah oui, mais par contre, si je ne suis pas sûr de me faire financer, je ne vais pas aller signer une promesse de vente. Mais bienvenue dans le monde des entrepreneurs, dans lequel rien n'est jamais sûr. Si vous voulez être sûr, eh bien, allez bosser pour un CDI quelque part. Vous serez sûr, vous aurez la sécurité de l'emploi, vous saurez à combien s'élève votre salaire, et c'est très bien. Il n'y a pas de souci. Quand on est entrepreneur, on accepte d'avoir une part d'inconnu et une part d'absence de sûreté. La seule chose dont on est sûr, absolument, c'est qu'on va tous mourir un jour. Ça, je peux vous le garantir. Mais vous ne pourrez jamais savoir à 100% que vous serez financé ou que vous ne serez pas financé. Donc à la rigueur, vous mettez une condition suspensive d'obtention de financement et vous avancez comme ça. Mais il faut en tout cas avoir à minima signé une promesse de vente. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les gens vont voir des banquiers ou des financeurs sans avoir d'opération. C'est-à-dire qu'ils disent « Ah ben voilà, j'ai visité un truc ou j'ai fait une offre. » Donc là, ils se font retoquer. Et après, ils viennent dire « Ah mais les banques, elles ne financent pas. » Les investisseurs, ils ne veulent pas de mon dossier. Mais en fait, tu n'as pas de dossier. Donc imagine que demain, tu montes une start-up. Tu montes une entreprise. Et tu sais quoi, on va faire même mieux pour que tu comprennes de quoi on parle. Je monte une entreprise. Toi, tu es un investisseur. Donc toi, tu es un investisseur, tu as du fric, tu as, je sais pas, 300 000 euros que tu souhaites investir. Et on m'a donné ton numéro, on m'a dit, tiens, celui-ci ou celle-là, ben, il cherche à investir 300 000 balles. Et je vais me dire, chouette, ça tombe bien parce que j'ai un projet d'entreprise. D'accord, donc on se rencontre. Je dis, voilà, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais je te dis, voilà, Frédéric, j'ai un projet d'entreprise qui va être ultra rentable, qui peut te permettre de gagner 12% par an sur l'argent que tu vas me prêter. Donc là, tu vas me dire, ouais, bah super, ça m'intéresse, dis-moi en plus, ce que tu peux me montrer, ce que tu as déjà fait, ton entreprise, etc. Et là, je vais dire, bah non, je ne peux pas encore te montrer parce que j'attendais de voir si tu me finançais ou pas pour la lancer, cette entreprise. Vous comprenez un petit peu l'ironie de la chose ou parfois même la stupidité de la chose quand on le regarde de cette manière-là. Et bien pour vos projets IMO, c'est exactement la même chose. Vous ne pouvez pas aller voir un financeur sans avoir rien à lui proposer. Mais à partir du moment, ce que je peux vraiment vous dire, pour l'avoir vécu de très nombreuses fois, c'est qu'à partir du moment où vous aurez trouvé une véritable opération rentable et que vous aurez créé une opportunité pour un investisseur de faire fructifier son capital ou pour un banquier de faire tourner l'argent de la banque sans prendre de risques ou en prenant un risque limité et maîtrisé, alors vous allez trouver l'argent. Il y a beaucoup plus d'argent disponible qu'il n'y a de bonnes affaires. Je vais le répéter parce que c'est une des croyances qu'il faut que vous ayez. C'est même pas une croyance, ça c'est factuel. Il faut vraiment que vous adhériez à ce point. C'est qu'il y a beaucoup plus d'argent disponible qu'il n'y a de bonnes affaires. Et si vous dites « Ah oui, mais moi je ne sais pas où il se trouve l'argent disponible », eh bien j'ai envie de vous dire, c'est parce que vous n'avez pas de bonnes affaires. Parce que le jour où vous aurez des bonnes affaires, je vous le promets, vous allez trouver le pognon. Parce qu'il y a une loi de l'argent. C'est que l'argent cherche toujours à se reproduire de la manière la plus simple possible. Et si vous offrez une opportunité à l'argent de se reproduire sans trop d'efforts, l'argent viendra à vous. Aussi simple que ça. Mais d'abord, vous devez aller au boulot et vous devez trouver des bonnes affaires. On arrive maintenant, les amis, à la 5e partie, qui sera la dernière partie de ce podcast, dans laquelle je vais vous donner les clés pour vous faire financer. Et avant ça, j'ai un service à vous demander, s'il vous plaît. Quelle que soit la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast, je vous invite à aller vous abonner et à nous mettre 5 étoiles. Que vous soyez sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, que sais-je.
Ça nous aide énormément à nous référencer et à faire comprendre à l'algorithme de ces plateformes que nous faisons un travail de qualité. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre un petit 5 étoiles, ça nous aide énormément et je vous en remercie. Donc quelles sont les clés pour vous faire financer ? Je vais vous en donner 5. Déjà, savoir où vous mettez les pieds et montrer à votre interlocuteur que vous savez où vous mettez les pieds. Et là-dessus, c'est le point sur lequel vraiment je vous invite à vous former. Ne vous faites pas l'économie d'une formation à 3000 balles alors que vous allez vous lancer sur des opérations à 200, 300, 500 000 euros. C'est de la folie. Donc si vous voulez lancer des OP de marchand de biens, venez nous voir à la MDB Academy et on va vous former. Parce que je vous l'ai dit, les chargés d'affaires aujourd'hui, les financeurs reconnaissent quand quelqu'un sort de la MDB Academy. Et c'est pas la peine, bande de petits malins, pour ceux qui n'ont pas suivi nos formations, de dire que vous venez de la MDB Academy alors que vous n'avez pas suivi nos formations, parce qu'on délivre des attestations et que ça va se voir. Si vous avez suivi les formations des mecs de Dubaï ou de je sais pas où là qui font de la merde, ça va se voir. Ensuite, donc ça c'était le critère numéro 1, sachez où vous mettez les pieds et montrez à votre interlocuteur que vous savez où vous mettez les pieds. Deuxième critère, ayez une opération rentable. Comme je vous l'ai dit, plus de 20% ou une rentabilité, une marge en valeur absolue qui soit décente. Ensuite, il faut que ça soit bien ficelé. Que vous ayez anticipé tout ce qu'il y a à anticiper d'un point de vue réglementaire, technique, financier, fiscal. Et ça fait partie des choses qu'on vous apprendra aussi dans les formations. La quatrième clé, c'est de contacter le financeur dans le bon timing. Ni trop tôt, comme je vous l'ai expliqué, mais ni trop tard. N'allez pas voir un financeur 2 ou 3 semaines avant de devoir réitérer, vous allez vous prendre des portes. Et là aussi, il y a plein de marchands qui viennent nous voir en disant voilà, il faut que je réitère, nanana, j'ai cherché, j'ai toqué à toutes les portes. Ah oui, tu réitères quand ? Je réitère dans 3 semaines. Nous, on ne peut pas faire de miracle, hein. Il y a des délais qui sont incompressibles. Donc, si vous voulez savoir quel est le bon timing, il faut que ce ne soit pas trop tôt, donc vous ayez au moins signé une promesse de vente. Si possible, vous ayez déjà déposé les demandes d'urbanisme, ce genre de choses. Et nous laisser au moins 1 mois et demi, 2 mois pour aller vous chercher le financement, c'est vraiment le minimum. Sinon, en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que si vous demandez à quelqu'un d'intervenir comme un pompier, de venir faire le pompier sur votre opération, peut-être qu'il va être d'accord pour le faire, mais par contre, il va vous allumer. C'est-à-dire que ça va vous coûter beaucoup plus cher. D'ailleurs, les plateformes de crowdfunding, elles ne s'en privent pas. Si vous venez les voir, même avec un bon dossier et que c'est un peu en urgence, ils vont vous allumer sur les taux d'intérêt. Donc, y aller dans le bon timing, c'était la 4e clé. Et enfin, la 5e clé, c'est tout simplement de présenter les informations de manière claire, cohérente et synthétique. Et là, on en revient au dossier de demande de financement. Donc nous, les personnes qui, par exemple, participent à nos programmes de formation, d'accompagnement, on leur donne des templates de dossiers de demande de financement pour qu'ils puissent présenter quelque chose de clair, de synthétique et de cohérent. Parce que, encore une fois, c'est à vous de faire l'effort et pas votre interlocuteur. Et maintenant, pour la conclusion, je voudrais vous expliquer pourquoi certains échouent et viennent raconter partout que ce n'est pas possible. Certains échouent parce que tout le monde ne peut pas y arriver, tout simplement. Tout le monde ne peut pas y arriver. C'est une activité, l'activité de marchand de biens, qui est exigeante. C'est dur. Il faut devenir un entrepreneur. On passe de la petite cour à la grande cour, si vous voulez, la cour de la maternelle à la cour des grands. Vous arrêtez de devenir l'investisseur locatif ou le gars qui fait son achat-revente de RP et qui est ceinture, bretelle, parachute, et vous vous lancez dans la cour des entrepreneurs. Et ça comporte un certain lot de difficultés. Il faut aller affronter la solitude. Il faut accepter de ne pas réussir pendant un certain temps à trouver des opérations potentielles. Donc, y a des gens qui n'y arrivent pas. Et ça peut être dur d'accepter son échec, donc il y en a beaucoup qui viennent proposer des opérations foireuses et qui, de manière logique, sont refusées par les financeurs. Donc ils se font retoquer parce qu'ils ont échoué, ce qui n'est pas grave, mais voilà, ils n'ont pas réussi. Et parfois prendre la responsabilité pour son échec et venir dire en fait, moi j'ai essayé de devenir marchand et puis ça n'a pas fonctionné pour moi, j'ai pas trouvé d'OP, voilà, ça m'a gonflé. Ce qui est vraiment pas grave, on s'en fout, quoi. Personne, c'est pas genre le Graal absolu de devenir marchand de biens. On s'en fiche, c'est juste un moyen.
Donc, il y a des gens qui ont du mal à accepter cet échec, qui ont du mal à l'avouer et à se l'avouer à eux-mêmes. Et donc, qu'est-ce qui est plus simple de faire ? C'est tout simplement d'aller accuser des tiers, de dire le marché ne va pas, la période n'est pas bonne, c'est le gouvernement, c'est la fiscalité, c'est les banques, c'est les financeurs, ou c'est je sais pas quoi, c'est pas la bonne formation, c'est pas le bon accompagnement. C'est tout sauf lui, c'est tout sauf l'opérateur. Donc surtout, n'écoutez pas les personnes qui véhiculent ces croyances limitantes parce que la plupart du temps, elles sont véhiculées par des personnes qui cherchent à justifier leurs propres échecs. La bonne stratégie, par contre, à adopter. Et là, notez bien. Je vous la donne en 4 étapes. C'est super simple. 1. Tu trouves l'opération. Alors je dis c'est simple, c'est pas facile, mais c'est simple. Il y a une nuance. Premièrement, tu trouves l'opération. Tu trouves une opération véritablement rentable. Ensuite, tu travailles dessus. Là, tu montes l'opération. Tu fais ce qu'il y a à faire. Tu te bouges. Donc, tu investis du temps, de l'énergie, de l'argent. Tu te mouilles. Ok, tu lances un business. Ton opération de marchand de biens, c'est un business que tu lances. Donc, tu la lances. Ensuite, tu montes un dossier de financement en béton dans lequel tu viens démontrer tout ce que tu as déjà entrepris et le sérieux de ta démarche. Et enfin, 4e étape, tu viens présenter à tes financeurs qui pourront prendre une décision éclairée. Voilà les amis, pour ce podcast, cet épisode spécial financement des opérations de marchand de biens. J'espère que ça vous a plu, que vous avez reçu énormément de valeur. Et si c'est le cas, n'hésitez pas encore une fois à partager cet épisode avec des personnes qui pourraient en bénéficier et à nous mettre 5 étoiles sur la plateforme dans laquelle vous l'avez écouté. Je vous dis à très vite.